Je suis né le 15 avril 1948 à Porte-Nouveau, bien que mes parents soient originaires d'Abomey. J'ai fait mes études primaires, secondaires dans les écoles, les collèges catholiques de Porte-Nouveau. Je suis allé au lycée Béanzin pour faire la terminale en 67-68. Et après le baccalauréat en 68, Dakar étant fermé pour faire de grève en 68 en France, nous avons dû traîner à Porte-Nouveau avant d'aller le 24 décembre 1968 à Brazzaville pour commencer les études de droit. J'ai fait 3 ans à Brazzaville, je suis allé faire la 4e année en France à Orléans en 1972. Et de 1972 à 1979, j'ai fait Paris pour préparer mon doctorat d'État en droit public. Professeur Théodore Olo est de la lignée des enfants du Dahomey formés à l'étranger. Durant sa formation au Gabon puis en France, il a dirigé des groupes de réflexion de plusieurs mouvements associatifs qui réunissaient des étudiants de l'Afrique en France. Le doctorat en poche, il rentre au pays en 1973. J'ai commencé à travailler à l'université comme professeur assistant en avril 1979. Mon doyen à la faculté était le doyen Dossou-Roubert, maître Dossou-Roubert. L'année suivante, j'étais membre du comité de gestion de l'Institut national des sciences juridiques et administratives, l'ENEGIA, qui était appelé à remplacer la faculté de droit, le directeur étant Kodjovi. J'étais chargé des affaires pédagogiques. En 1985, je suis allé au concours d'agrégation en droit public et en sciences politiques. J'ai réussi major ex aequo avec un Gabonais. En 1989-90, je suis devenu directeur de l'INEGIA, qui est devenu plus tard l'École nationale d'administration. De l'Université nationale du Bénin, professeur Théodore Olo militait déjà dans les cercles politiques. Avec des camarades de lutte, il menait des réflexions au sein du cadre informel baptisé Mouvement pour la démocratie et le progrès social. En 1985, je suis allé au concours d'agrégation en droit public et en sciences politiques. J'ai réussi major ex aequo avec un Gabonais. En 1989-90, je suis devenu directeur de l'INEGIA, qui est devenu plus tard l'École nationale d'administration. Mais quand j'étais rentré en 1979, j'étais déjà membre d'un parti politique clandestin, le Mouvement pour la démocratie et le progrès social. Et en 1985, nous avions l'habitude de nous réunir les lundi à 19h, quelque part à l'Étoile Rouge. Un lundi de 1985, je suis allé avec Banda Monsou à Lomé pour prendre l'avion en vue de me rendre à Libreville pour le concours d'agrégation. Et ce jour-là, à la réunion de 19h, tous ceux qui y étaient ont été arrêtés. Donc j'ai eu une chance inouïe. Ma femme qui avait peur pour moi, pour mon retour, avait souhaité que mon grand frère qui est à Libreville me garde un peu avec lui avant que je ne revienne à Cotonou. Je n'ai pas accepté, je suis rentré. J'avoue que déjà en 1979, j'étais menacé par Zoïho, qui deviendra un grand ami à moi, parce qu'il y avait des mouvements à l'université. Il pensait que j'étais l'un des responsables. Nous, Philippe aussi, avec qui j'avais commencé les études universitaires à Brazzaville en première année ensemble, avait été également menacé. Lui, il a dû fuir le pays pour ne pas être arrêté. Et c'est dans le cadre de ce parti clandestin que nous avions préparé la conférence nationale avec ce que nous avions appelé le groupe de Cournou, qui regroupait l'UDFP de Adalin Timothée et Bégan, l'ULD de Francisco Marius, l'ADP d'Akides et de Dassundo et le PTD-PTA de Guy Adjaron, qu'on appelait le groupe de Cournou, qui est devenu plus tard l'UTL, l'Union pour le triomphe du renouveau démocratique. Et nous étions en partenariat avec le groupe d'Avrancou, qui deviendra plus tard le groupe de Direcbé, et qui regroupait les anciens partis politiques, à savoir Kéké et Théo pour le PRD de chez nous,
avec Aoumanegbe et le président Maga et le président Zissou. Donc c'est en concertation que nous avions préparé la conférence nationale en décidant d'y aller et de ne pas participer si la conférence n'était pas souveraine. Nous avons obtenu la déclaration de souveraineté de la conférence en estimant que cette décision devait être exécutoire. Donc voilà en gros mon parcours politique. Et quand j'étais au Conseil de la République, j'étais au présidium de la conférence nationale, j'ai été membre du Haut Conseil de la République, membre du bureau du Haut Conseil de la République. En 1991, il défend le projet de société du candidat Nicéphore Dieudonné Soglo, un exercice qu'il réussit avec brio et qui lui a valu son entrée dans l'équipe gouvernementale. Et pour me témoigner son amitié, il m'avait proposé un certain nombre de portefeuilles une fois qu'il s'est retrouvé en pleine forme pour constituer son gouvernement après avoir gagné les élections. J'ai opté pour les affaires étrangères que j'ai assumées pendant 3 ans. En 1993, j'ai été remplacé par mon doyen de Sorobert à ce poste qui a été remplacé, je crois, 2 ans après par mon nom Yves Edgar. Quand j'ai quitté les affaires étrangères, je suis devenu ministre porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement d'abord, et puis après chargé des relations avec les institutions. Et ensuite, tout en ayant ce portefeuille, pendant 5 mois, j'ai été ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé de la législation. En 1996, nous avons perdu les élections. Je suis revenu à l'université où j'ai été chargé de mettre en place la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, dont le principe avait été acté par l'accord intervenu entre le secrétaire exécutif de l'UNESCO, Federico Mayor, et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ce qui a permis en 1998 de créer, d'installer la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, que j'ai dirigée de 1997 à 2008. En 2008, j'ai été nommé membre de la Cour constitutionnelle, élu président de la Cour de justice en 2009. Et en 2013, je suis devenu président de la Cour constitutionnelle puisque le mandat de mon doyen et président de Sorobert n'avait pas été renouvelé. Et lors de la passation de service, j'ai rappelé amicalement à de Sorobert qu'il y a 20 ans, en 1993, c'est lui qui me remplaçait aux affaires étrangères. 20 ans après, en 2013, c'est moi qui le remplace à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce qui fait que nous avons une continuité dans notre amitié. Et cette amitié demeure toujours, puisque bien qu'il m'ait remplacé aux affaires étrangères, il m'a laissé occuper la résidence ministérielle le temps que je finisse de construire avec mon épouse cette maison que nous avons intégrée en 1995. Et quand je l'ai remplacé à la Cour constitutionnelle, nous avons gardé les contacts. Il a été associé à nos différentes activités. J'ai partagé avec lui son expérience. Il avait été reconduit à la tête de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui avait été créée à Alger, dont il a été le premier président. Il avait entamé son 2e mandat quand il a été remplacé à la Cour constitutionnelle, donc je l'ai remplacé. Mais chaque fois que je dis que je l'ai remplacé, je me dis ah non, que c'est moi qui suis le président et que c'est le Bénin qui était le président et non pas lui de Sorobert. Ben, c'est un chahut et entre nous pour montrer la qualité de nos relations. En se prononçant sur l'opportunité d'une révision de la Constitution du Bénin, professeur Théodore Olo fait des rappels qui tranchent. Souvenez-vous que Kérékou a fait ses 2 mandats, il est parti. Même s'il y avait eu des velléités de vouloir modifier la Constitution, avec le slogan de Rikier Toumadougou à l'époque, « Touche pas à ma Constitution », il n'a pas touché la Constitution. En 2016, Yahi Boni a perdu les élections, il est parti et son dauphin, qui était son premier ministre, qui l'a soutenu, qui a perdu les élections au second tour, et allait même assister à l'investiture du président et Talon pour montrer le caractère inclusif et convivial de la vie politique.
Je voudrais rappeler qu'en 2015, j'étais président de la Cour constitutionnelle. Non, c'était plutôt en 2000. Ça devait être en 2012, du temps du président Doussou Robert. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Fatoumata Djibril, avait estimé que si le peuple le voulait, le président Yahya Boni pouvait modifier la Constitution et faire un troisième mandat en évoquant Roosevelt, en oubliant qu'à l'époque, aux États-Unis, il n'y avait pas de limitation des mandats. C'est le président depuis Washington qui avait respecté les 2 mandats. Personne n'est allé au-delà. Mais à cause de la guerre, Roosevelt a fait 4 mandats. Mais dès qu'il est mort pendant le 4e mandat, Truman, qui l'a remplacé, a procédé à l'inscription dans la Constitution en 1947. C'est écrit noir sur blanc, pas plus de 2 mandats. C'est comme en Afrique du Sud. Nulle part il est écrit qu'il veut faire 2 mandats. Dans ce mandat-là, qui a fait 27 ans en prison, a fait un mandat de 4 ans, il était heureux de partir. Thabo Mbeki est arrivé, il a fait 2 mandats, il est parti. Jacob Zuma est arrivé, il a fait 2 mandats, il est parti. Cyril Ramaphosa est en train de faire ce 2e mandat, il va partir. Or, Djibril Fatouma dit il peut faire 2 mandats. Nous avons dit que malgré la liberté d'expression reconnue par la Constitution à chaque citoyen, il est aussi dit dans la Constitution que nous devons respecter la Constitution et la limitation du nombre de mandats fait partie des règles obligatoires dignes de respect au niveau de la Constitution. Nous avons condamné pour Madame Djibril pour méconnaissance de la Constitution, pour montrer la rigueur de la Cour quant au respect des exigences de la limitation de droits et du respect également des règles du jeu démocratique, puisque je vous ai montré que les différentes cours ont garanti le caractère inclusif des élections au Bénin. En retrait du champ politique depuis des années, professeur Théodore Olo est quotidiennement sollicité pour des consultations au plan international. Il vit une retraite paisible à Godomé et consacre un moment de plaisir à ses enfants et petits-fils.